L'air vif de la nuit était électrique. Un millier de flashs d'appareils photo créant une constellation d'étoiles artificielles au sol. C'était le Zenith Gala, un événement où des fortunes se faisaient et des réputations se brisaient d'un simple murmure. Ce soir-là, Connor Prescott, un homme qui avait bâti sa fortune sur l'audace et la cruauté, décida de détruire la réputation qu'il pensait être celle de sa femme. Il prononça des mots si cruels, si dévastateurs en public, que les halètements de l'élite se firent entendre dans toute la ville. Ce qu'il ignorait, ce que personne ne savait, c'est que la véritable histoire de sa femme n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, et sa grande entrée n'était qu'à quelques secondes. La salle de bal du Grand Sovereign Hotel était une symphonie d'excès. Des lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite calèche, éclairaient une mer de robes de créateurs et de smoking sur mesure. L'air était chargé du parfum de parfums coûteux et de fleurs épanouies, et bourdonnait du murmure des conversations importantes. Des accords valant des millions étaient esquissés sur des serviettes en papier. Des alliances se forgeaient autour de flûtes de champagne millésimées, et les hiérarchies sociales étaient impitoyablement renforcées par les regards les plus subtils. Au centre de l'un des tourbillons les plus puissants de la salle se tenait Connor Prescott. C'était un homme sculpté par l'ambition et poli par le succès. Son costume était fait sur mesure. Tom Ford épousait parfaitement ses larges épaules et son sourire. Une âme bien rodée brillait d'un charme prédateur. Il était le PDG de Prescott Holdings, un géant de l'immobilier qui avait dévoré la moitié de la ligne d'horizon de la ville. Ce soir-là, il recevait le prix du visionnaire de l'année et se baignait dans l'adulation comme un roi au soleil, suivi comme toujours à un pas et demi derrière lui par sa femme Beatrice. Pour l'assemblée scintillante, Beatrice Prescott n'était guère plus qu'un bel accessoire silencieux. Elle portait une robe bleu marine de bon goût mais sans particularité, créée par un designer que personne ne cherchait à identifier. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un simple chignon et ses bijoux, bien que manifestement coûteux, étaient discrets. Elle était le fantôme du banquet, une épouse de convenance qui remplissait ses devoirs en étant présente, jolie et parfaitement silencieuse. Elle souriait quand on lui souriait, acquiesçait quand on lui parlait, et sa main restait délicatement posée sur le bras de son mari, témoignage silencieux de son appartenance. Cela faisait 10 ans que c'était sa vie. Elle avait rencontré Connor alors qu'elle était une historienne de l'architecture prometteuse, passionnée par la restauration des bâtiments oubliés de la ville. Il avait été captivé par son intelligence et sa grâce discrète. Mais après leur mariage, il l'avait systématiquement démantelée avec amour. Sa carrière était considérée comme un passe-temps mignon. Ses opinions étaient charmantes mais naïves, et son monde s'était lentement rétréci jusqu'à se limiter à la gestion de leur manoir stérile, à la planification de son agenda social et à s'assurer que ses costumes étaient toujours repassés. Il l'avait vidé de sa substance et avait rempli l'espace avec son propre ego, appelant cela de l'amour. Ce soir, le vide ressemblait à une caverne. Connor, mon chéri, c'est un triomphe. Lawrence Duval, l'animateur effervescent du gala et chroniqueur People Notoire, leur fit la bise à tous les deux, même si ses yeux ne remarquèrent presque pas Beatrice. Prescott Holdings est tout simplement imparable, et vous avez amené votre charmante ombre avec vous. Le sourire de Connor s'élargit, mais il n'atteignit pas ses yeux froids et gris. Elle laisse le témoignage de la tradition, Lawrence. Une épouse qui soutient son mari est la base du succès de tout grand homme. N'est-ce pas? Il serra le bras de Beatrice d'un geste possessif qui semblait affectueux aux yeux du monde, mais qui lui faisait l'effet d'un étau. Elle lui offrit un sourire crispé et étudié. « Félicitations pour ce prix. Connor, tu le mérites amplement. » Sa voix était douce, à peine plus qu'un murmure dans la salle. Il l'ignora et se tourna vers Lawrence. « Le projet Zenith Tower démarre le mois prochain. Nous allons changer le visage de cette ville. » Pendant qu'il parlait, une jeune femme s'approcha furtivement de leur groupe. Elle s'appelait Lena Petrova, un mannequin aux yeux de glace et au corps moulé dans une robe argentée scintillante sans dos. Elle était la dernière et la moins discrète des indiscrétions de Connor. Depuis des mois, les tabloïds regorgeaient de photos d'eux quittant des restaurants exclusifs et montant à bord de son jet privé, leurs mains entrelacées. Connor n'avait jamais pris la peine de le nier. Il semblait savourer le scandale. Lena se glissa vers Connor, ignorant complètement Beatrice, et posa une main parfaitement manucurée sur sa poitrine. « Connie, chérie, tu m'évites.
Elle murmura d'une voix rauque qui contenait une promesse implicite. Le cercle de conversation se tut. Tout le monde regardait un délicieux drame à haut risque se dérouler sous leurs yeux. C'était mieux que la vente aux enchères, mieux que la cérémonie de remise des prix. C'était un véritable carnage social. Connor, loin d'être embarrassé, semblait gonflé d'orgueil. Il mettait en scène tout cela. C'était une performance. Il détacha la main de Béatrice de son bras, la laissant tomber comme si elle était souillée. Il se tourna vers elle, le visage empreint d'une fausse pitié. « Béatrice », dit-il d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde autour d'eux puisse l'entendre. Les bavardages ambiants de la salle de bal semblaient s'être tus, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. « Je pense qu'il est temps d'arrêter cette comédie, n'est-ce pas? » Le cœur de Béatrice battait à tout rompre contre ses côtes, tel un oiseau affolé prisonnier d'une cage d'os. Elle le fixa, son masque placide finissant par se fissurer. Elle savait que cela allait arriver, bien sûr. Elle sentait depuis des mois les plaques tectoniques de leur mariage se déplacer vers ce séisme. Mais savoir et vivre étaient deux choses très différentes. La cruauté pure et simple de cet acte, commis ici devant toutes ces personnes. Cela lui coupa le souffle. « De quoi parles-tu, Connor ?» parvint-elle à dire d'une voix légèrement tremblante. Il y eut un petit rire dédaigneux. « Oh, s'il te plaît, ne joue pas la colombe blessée. C'est un numéro éculé. » Il fit un geste vague dans sa direction. « Regarde-toi. Tu es une relique, un simple faire-valoir. J'ai besoin d'une femme qui brille, qui se tienne à mes côtés en tant qu'égale en termes de pouvoir et de présence. » Il attira alors Lena de manière théâtrale à ses côtés, enroulant un bras autour de sa taille. Comme Lena, elle comprend le monde dans lequel nous vivons. Elle n'a pas peur de prendre ce qu'elle veut. L'humiliation était une force physique qui pesait sur Béatrice de tous côtés. Elle pouvait sentir des centaines de regards posés sur elle. Certains étaient compatissants, d'autres jubilatoires, mais tous la jugeaient. Elle vit Desmond Shaw, l'associé de Connor, de l'autre côté de la pièce, un éclair de dégoût sur le visage avant qu'il ne détourne les yeux. « Notre mariage ?» a poursuivi Connor d'une voix tonitruante et théâtrale, n'a été qu'un arrangement commercial pendant des années, et j'ai bien peur, ma chère, que ton contrat ait expiré. Tu es devenu un fardeau ennuyeux, prévisible et totalement dépourvu de passion, a-t-il ajouté en se penchant vers elle, sa voix se réduisant à un murmure complice qui était en quelque sorte plus venimeux que sa déclaration publique. « Mes avocats te contacteront demain. Ne fais pas de ces maintenant. Disparais simplement. C'est ce que tu sais faire de mieux. » Sur ces mots, il lui tourna le dos. Il prit la main de Lena, la porta à ses lèvres pour un baiser galant, puis la guida vers la scène principale où il devait recevoir son prix. La foule s'écarta pour les laisser passer, une mère hypnotisée de chuchotements et d'expressions choquées. Béatrice resta seule dans l'espace qu'il venait de quitter. Le cercle des spectateurs se dispersa, ses membres s'éloignant comme des cafards à la lumière, impatients de répandre la rumeur. Elle était une paria, une lépreuse sociale. Les flashs des appareils photo, qui visaient auparavant le couple puissant, se concentraient désormais uniquement sur elle, capturant chaque détail de son exécution publique. Son sang-froid, ce barrage soigneusement construit qui avait retenu une décennie de désespoir silencieux, s'effondrait. Une seule larme s'échappa, traçant un chemin brûlant et honteux sur sa joue. Elle sentit une main sur son épaule et sursauta, se retournant pour voir son chauffeur, un homme qui travaillait pour eux depuis 5 ans, la regardant avec une profonde pitié. « Madame, dit-il doucement, dois-je faire venir la voiture? » La voiture, la Mercedes noire de Connor, son moyen de transport pour rentrer chez elle, dans le manoir vide qui avait été sa prison. Cette pensée était insupportable. Partir ainsi, comme un objet dont on se débarrasse, revenait à valider tout ce qu'il venait de dire à son sujet. Elle prit une profonde inspiration tremblante, redressa le dos et essuya la larme sur son visage avec le dos de la main. Ses yeux, qui avaient été baissés et vides pendant si longtemps, s'embrasèrent soudain d'un feu froid et clair. « Non, Thomas, dit-elle d'une voix incroyablement calme et posée. Ce ne sera pas nécessaire. » Elle détourna son regard du chauffeur compatissant pour le poser sur la grande entrée de l'hôtel, juste au moment où Connor montait sur scène sous un tonnerre d'applaudissements hypocrites. Elle regarda le tapis rouge et la foule de journalistes et de paparazzi qui se pressaient encore à l'extérieur, avides de la prochaine grande arrivée.
Et celle-ci ne se fit pas attendre. L'attention collective des paparazzi qui se régalaient des miettes de l'humiliation de Beatrix fut soudainement détournée. Un nouveau son déchira la nuit de la ville, un ronronnement grave et confiant qui témoignait d'une puissance et d'une ingénierie sans pareille. Ce n'était pas le rugissement agressif d'une Lamborghini ni le vrombissement aigu d'une Ferrari. C'était plus doux, plus grave, plus profond. C'était le son de l'argent ancien, de l'autorité tranquille. Un véhicule s'arrêtait au bord du trottoir, se déplaçant avec une lenteur royale qui attirait l'attention. C'était une Rolls-Royce Phantom, mais pas n'importe quel Phantom. Il s'agissait d'un modèle sur mesure peint dans une teinte bleu nuit si profonde qu'elle semblait absorber la lumière qui l'entourait. La finition était impeccable. Les accents chromés brillaient comme de l'argent liquide sous les lampadaires. Son emblématique ornement de capot en forme d'esprit d'extase semblait tracer un chemin dans l'air même. Ce n'était pas une voiture. C'était une déclaration. Elle faisait passer tous les autres véhicules de luxe dans la rue pour des jouets bon marché. Un silence s'abattit sur les journalistes. Des chuchotements éclatèrent. Qui était-ce? Personne sur la liste des invités n'était censé arriver dans un tel véhicule. Les milliardaires de la technologie, les magnates du pétrole, les légendes d'Hollywood, tous étaient présents. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus important. À l'intérieur de la salle de bal, le discours de remerciement de Connor commença à s'interrompre. Les invités les plus proches de l'entrée tournaient de la tête. Leur curiosité était piquée par l'agitation à l'extérieur. Même depuis la scène où il tenait son lourd trophée en cristal, Connor pouvait sentir le changement d'énergie dans la salle. Son public lui était volé. Une expression d'agacement passa sur son visage. Beatrix restait parfaitement immobile, telle une statue au cœur de la tempête. Son regard était rivé sur le véhicule à l'extérieur. Son expression était indéchiffrable. Un lac calme et placide après une violente tempête. La Rolls-Royce s'arrêta dans un silence parfait. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme gris foncé impeccable, sortit du côté conducteur et se dirigea avec une efficacité rapide vers la porte arrière côté passager. Mais il ne l'ouvrit pas. Il se tint au garde à vous, attendant. À la place, l'autre porte arrière s'ouvrit. En sortit un homme qui était l'équivalent humain de la voiture dans laquelle il était arrivé. Il avait une 60aine d'années, des cheveux argentés distingués et un visage qui trahissait une intelligence vive et une tolérance zéro pour la bêtise. Il portait un costume Savile Row sobre, mais qui criait son prix. Il s'agissait de M. Gideon Cole, un homme dont le nom était légendaire dans les plus hautes sphères du droit des sociétés et du capital investissement, bien qu'il fût si discret et puissant que seul un petit nombre de privilégiés connaissaient son visage. Il ferma la porte derrière lui d'un coup sec et définitif. Il balaya la foule de journalistes d'un regard méprisant, et ceux-ci reculèrent instinctivement d'un pas. Leurs appareils photos s'abaissèrent momentanément. Il ajusta ses boutons de manchette, ses mouvements précis et délibérés, puis il se dirigea vers l'entrée de la salle de bal, ses chaussures en cuir coûteuses ne faisant aucun bruit sur le tapis rouge moelleux. Le chef de la sécurité de l'hôtel, un homme corpulent nommé Peterson, s'avança pour l'intercepter. « Monsieur, je suis désolé, mais il s'agit d'un événement privé. » Votre nom, Gideon Cole, ne l'arrêta même pas. Il regarda au-delà du garde comme s'il s'agissait d'un meuble. « Je ne suis pas ici pour l'événement. Je suis ici pour mon employeur. » Son regard balaya le hall somptueux et trouva sa cible. Il se posa sur Beatrix. Tout le hall, qui bourdonnait de ragots sur l'implosion de Prescott, devint complètement silencieux. Tous les regards suivirent celui de Gideon. Ils le virent regarder au-delà des titans de l'industrie, au-delà des mondains, au-delà du maire lui-même, et fixer son attention sur la femme rejetée, la femme invisible, debout seule dans sa simple robe bleu marine. Gideon se dirigea directement vers elle. Il s'arrêta respectueusement à 2 pas d'elle et s'inclina légèrement de la tête. Ce geste était un signe de profonde déférence, du genre de ceux qu'un conseiller adresse à son monarque. « Madame Kensington », dit-il d'une voix riche et claire de baryton, qui résonna dans l'espace soudainement silencieux. « Je m'excuse pour le retard. La circulation dans l'Est était plus dense que prévu. Êtes-vous prête à continuer? » Le nom resta suspendu dans l'air, une énigme que tout le monde essayait désespérément de résoudre. Kensington. Qui était Kensington? Beatrix finit par bouger. Les derniers vestiges de la femme timide et brisée s'évanouirent comme une peau mue.
Lorsqu'elle leva les yeux vers Gideon, son regard était perçant, son attitude imposante. Elle n'était plus Beatrice Prescott, l'ombre. Elle était quelqu'un d'autre. « Tout va bien, Gideon », répondit-elle d'une voix qui résonnait désormais avec une autorité que personne dans cette pièce ne lui avait jamais entendue. « Ma mission ici s'est conclue plus rapidement que prévu. » Sur scène, Connor Prescott se figea au milieu d'une phrase. Son discours sur la croissance future et la domination du marché mourut sur ses lèvres. Il regarda, la bouche légèrement ouverte, la scène qui se déroulait près de l'entrée. Il vit la voiture. Il vit l'homme imposant. Il les vit parler à sa Béatrice. Il n'arrivait pas à comprendre. Son cerveau s'efforçait de donner un sens à cette scène impossible. Gideon offrit son bras à Béatrice. Les membres du conseil d'administration de la Bourse de Tokyo sont arrivés. Ils vous attendent dans la suite céleste. Béatrice posa sa main sur son bras. Excellent, ne les faisons pas attendre. Ensemble, ils se retournèrent et se dirigèrent vers la sortie. Ils n'étaient plus un homme et une femme rejetés, mais une reine et son conseiller le plus fidèle. La foule d'élite s'écarta instinctivement pour les laisser passer. Leur choc et leur confusion étaient palpables. Qui était cette femme? Où la timide épouse de Connor avait-elle trouvé une Rolls-Royce sur mesure et un conseiller qui dégageait plus de pouvoir que n'importe qui dans la pièce? Et que signifiait cette histoire de membre du conseil d'administration de Tokyo? En passant au pied de la scène, Béatrice s'arrêta. Elle tourna la tête et leva les yeux vers son mari pour la première fois depuis qu'il l'avait rejetée. Elle n'avait pas l'air en colère, elle n'avait pas l'air blessée. Elle le regardait avec un regard froid et détaché, comme un scientifique regarderait un spécimen sous un microscope. Elle lui adressa un petit sourire énigmatique. C'était un sourire qui renfermait 10 ans de secrets, une décennie de plans secrets. C'était un sourire qui disait « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire ». Puis elle se retourna et continua à marcher, laissant Connor debout sur scène avec son prix du visionnaire de l'année, qui lui semblait soudain être un morceau de verre sans valeur dans sa main. Les applaudissements avaient cessé. Tous les regards dans la salle étaient désormais tournés vers sa femme. Sa femme invisible et ennuyeuse, qui était un véritable boulet. Il regarda, complètement abasourdi, Gideon Cole lui ouvrir la porte de la Rolls-Royce bleu nuit. Elle se glissa dans l'intérieur en cuir somptueux sans se retourner. Gideon monta de l'autre côté. La porte se referma avec le même bruit sourd et satisfaisant qu'un coffre-fort. La voiture démarra dans un ronronnement et s'éloigna du trottoir, disparaissant dans la nuit urbaine avec l'assurance tranquille d'un prédateur quittant les lieux d'une chasse fructueuse. Connor Prescott resta seul sur sa scène de triomphe, complètement éclipsé. L'humiliation qu'il avait soigneusement orchestrée pour sa femme lui avait rebondi dessus en quelques secondes et l'avait frappé avec la force d'un boulet de démolition. Le gala était ruiné, son moment était passé, et une question terrifiante et déchirante commença à se former dans son esprit. Avec qui diable avait-il été marié pendant les 10 dernières années? L'intérieur de la Rolls-Royce était un cocon de silence et de luxe. Le chaos du gala, les flashs des appareils photos, les visages choqués, le crescendo des chuchotements s'estompèrent dans le néant lorsque la lourde porte se referma sur eux. Les sièges étaient recouverts d'un cuir crème très doux et l'air sentait légèrement le polish pour bois et le succès. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, Béatrice laissa ses épaules s'affaisser. Elle pencha la tête en arrière et ferma les yeux, laissant échapper un soupir qu'elle avait retenu pendant une décennie. Gideon Cole l'observait, son expression se radoucissant, passant du masque sévère qu'il arborait en public à une sincère inquiétude et admiration. « Ça va, Béatrice » demanda-t-il doucement. Elle ouvrit les yeux, un sourire ironique effleurant ses lèvres. Il m'a traité de boulet. Gideon, un boulet ennuyeux et sans passion. Elle eut un petit rire sec, dépourvu d'humour. S'il savait, lui assura Gideon. Très bientôt, tout est en place. L'histoire de Beatrice Kensington n'a pas commencé il y a 10 ans, lorsqu'elle a épousé Connor Prescott. Elle a commencé bien plus tôt, dans une bibliothèque poussiéreuse remplie de livres, sous la tutelle de son grand-père Alistair Kensington. Alistair n'était pas seulement un historien, c'était un titan de l'industrie d'une époque révolue. Le fondateur du Kensington Trust, une société d'investissement mondiale si puissante et discrète qu'elle opérait dans l'ombre. Son influence se faisait sentir par petites vagues plutôt que par des raz de marée. Il avait bâti un empire sur la patience, la stratégie
et la capacité inébranlable de voir de la valeur là où les autres n'en voyaient pas, dans des bâtiments abandonnés, dans des entreprises en faillite, dans des personnes négligées. Il avait élevé Béatrice après la mort de ses parents, lui inculquant son esprit vif et sa nature calme et observatrice. Alors que les autres filles de son âge participaient à des bals de débutantes, Béatrice était dans les salles de réunion, écoutant en silence son grand-père négocier des contrats de plusieurs milliards de dollars. Il lui avait appris à lire un bilan comme un roman et à comprendre les subtilités des guerres d'entreprise. Sa passion pour l'histoire de l'architecture n'était pas un caprice. C'était le résultat de ses enseignements qui lui avaient appris à voir la structure cachée, la force fondamentale sous une façade en ruine. Lorsqu'elle rencontra Connor, elle gérait un projet de restauration de 20 millions de dollars pour la fondation, bien que son implication fût, comme toujours, anonyme. Connor, un promoteur immobilier prometteur, était impétueux, ambitieux et tout à fait captivant. Il voyait son intelligence, mais il l'interprétait mal. Il ne la considérait pas comme quelque chose à respecter, mais comme quelque chose à posséder. Et Béatrice Young, aspirant à une vie en dehors du monde doré mais solitaire de son grand-père, tomba amoureuse de lui. Alistair l'avait prévenu. « Cet homme ne veut pas d'une partenaire, ma chérie. » Le vieil homme avait dit l'homme, le regard sage et triste. « Il veut un beau tableau à accrocher à son mur. Il t'encadrera, t'admirera, puis un jour, il se lassera et te remplacera par une nouvelle pièce. » Elle ne l'avait pas écouté. Elle croyait sincèrement pouvoir être à la fois Beatrice Kensington, femme secrète et brillante stratège, et Beatrice Prescott, puis aimante. Pendant un certain temps, elle y parvint. Au cours de la première année de leur mariage, elle fournit anonymement des informations à Connor, guidant sa jeune entreprise vers des contrats lucratifs et l'aidant à bâtir son empire dans l'ombre. Il attribuait son intuition à son propre génie, sans jamais remettre en question les conseils chanceux ou les intuitions qui s'avéraient toujours payants. Son grand-père est décédé 2 ans après son mariage, la laissant seule héritière et actionnaire majoritaire de l'ensemble du Kensington Trust, une fortune si vaste qu'elle éclipsait l'empire naissant de Connor. Son héritage était structuré dans le plus grand secret, géré par un conseil d'administration composé de fidèles que son grand-père avait choisi, dirigé par le redoutable Gideon Cole. C'est alors que Connor a commencé à changer. Son succès ayant été consolidé, il avait moins besoin de ses charmantes opinions. Il commença à lui en vouloir pour son intelligence et à déprécier ses intérêts. Il voulait un trophée, pas une conseillère. Ainsi, pour le bien de son mariage, pour la vie tranquille qu'elle pensait vouloir, Béatrice commença à s'effacer. Elle rangea son intelligence comme un service d'argenterie ancien, ne la ressortant qu'en secret, tordant la nuit, dans son bureau privé, où elle continuait à diriger l'une des sociétés d'investissement les plus puissantes au monde, grâce à une série de réseaux cryptés et de proxy, le tout sous le simple pseudonyme anonyme de B. Kensington. La découverte de la première liaison de Connor il y a 4 ans avait été le tournant. Ce n'était pas la trahison qui lui avait brisé le cœur. C'était la prise de conscience que son grand-père avait eu raison. Elle n'était qu'un tableau accroché à son mur et il était déjà à la recherche d'un nouveau. Mais elle n'a pas pleuré, elle ne l'a pas confronté. Alistair Kensington lui avait appris que la vengeance est un plat qui se mange froid, servi sur un plateau d'argent dans un forum public, avec des conséquences financières dévastatrices. Elle a donc commencé à élaborer un plan. Sa première initiative a été d'utiliser les immenses ressources de la fiducie pour enquêter sur tous les aspects de la vie et des affaires de Connor. Elle a découvert que ses finances étaient un château de cartes construit sur des prêts risqués et des évaluations gonflées. Son projet Zenith Tower, le joyau de sa couronne, était financé à outrance. Il avait désespérément besoin d'un apport massif de capitaux et courtisait depuis des mois un mystérieux investisseur étranger. Cet investisseur n'était autre que Kensington. Sa deuxième initiative concernait Lena Petrova. Béatrice avait découvert cette mannequin en herbe en examinant de près les dépenses de Connor. Lena croulait sous les dettes et possédait une intelligence féroce et ambitieuse que Connor confondait avec de la simple cupidité. Béatrice, par l'intermédiaire d'un tiers, fit à Lena une offre qu'elle ne pouvait refuser. Un fonds fiduciaire de plusieurs millions de dollars et un contrat de mannequinat légitime en échange de devenir les yeux et les oreilles de Béatrice. Lena devait jouer le rôle de la maîtresse dévouée,
tout en rapportant à Beatrice chaque mot prononcé par Connor dans l'intimité, chaque plan d'affaires secret, chaque appel téléphonique paniqué tard dans la nuit. C'est Lena qui a confirmé à quel point la situation financière de Connor était précaire. C'est Lena qui a rapporté que Connor prévoyait de divorcer publiquement de Beatrice lors du gala, convaincu que le scandale et sa nouvelle conquête le feraient paraître plus viril et plus puissant aux yeux des investisseurs qu'il tentait de séduire. La dernière pièce du puzzle était le gala lui-même. Beatrice avait orchestré toute la soirée, utilisant son influence en tant que B. Kensington. Elle avait fait pression sur le comité organisateur pour s'assurer que Connor remporte le prix du visionnaire de l'année, gonflant son ego à son point le plus spectaculaire et le plus vulnérable. Elle savait qu'il serait incapable de résister à une scène aussi parfaite pour sa grande trahison. Lena a admirablement joué son rôle. Gideon fit remarquer, tirant Beatrice de sa rêverie, alors qu'il vérifiait un message sur son téléphone. Elle a déjà transféré les enregistrements des derniers appels téléphoniques de M. Prescott. Il semble qu'il ait tenté de vendre illégalement des actions d'une société rivale en utilisant des informations privilégiées. La SEC sera très intéressée. Beatrice acquiesça, envahie par une froide satisfaction. Il était toujours négligent lorsqu'il devenait arrogant. La Rolls-Royce ne se rendit pas à la suite céleste. Il n'y avait aucun membre du conseil d'administration de Tokyo. Ce n'était qu'une réplique pour le théâtre de la salle de bal. Au lieu de cela, la voiture a sillonné les rues de la ville jusqu'à s'arrêter devant une magnifique maison en grès brun restaurée, située dans le quartier historique le plus huppé de la ville. C'était sa maison. Pas le manoir moderniste et froid qu'elle partageait avec Connor, mais un bâtiment qu'elle avait personnellement acheté et restauré il y a des années. Son premier acte secret de défiance. C'était son sanctuaire, sa salle de guerre. À l'intérieur, une équipe l'attendait. Des analystes, des avocats et des experts en relations publiques levèrent les yeux de leurs écrans lorsqu'elle entra. Les écrans étaient remplis de flux de données, de cotations boursières et de fils d'actualité, tous suivant les retombées du gala. Une jeune femme équipée d'un casque se précipita vers elle. Madame Kensington, les premiers rapports affluent. Une femme mystérieuse vole la vedette à Prescott. La sortie choquante de la femme de Prescott. Le récit bascule entièrement en votre faveur. Nous amplifions cela via nos réseaux partenaires. Beatrice retira le simple châle qui accompagnait sa robe bleu marine. Sous la robe se trouvait une toile. Son équipe était son armure. Quel est le statut des actions de Prescott Holdings dans les échanges après la clôture? Un homme devant un grand écran répondit « Elles ont déjà baissé de 9% sur la base des seules rumeurs. Lorsque les marchés ouvriront à Tokyo, dans 2 heures, vos positions courtes s'activeront. Lorsque New York se réveillera, sa fortune aura été réduite de moitié. » Beatrice se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la rue calme bordée d'arbres. Les lumières de la ville brillaient au loin. Pendant 10 ans, elle avait vécu dans l'ombre, laissant un homme moins doué qu'elle s'attribuer le mérite de son intelligence et diminuer sa valeur. Elle avait joué le rôle du fantôme, du remplaçant, du boulet. « Plus jamais, Gideon, dit-elle d'une voix claire et nouvelle. Préparez l'offre. Je veux acheter la participation majoritaire dans Prescott Holdings. » Gideon sourit. « Je l'ai déjà rédigé. Je suppose que vous souhaitez l'acheter avec une remise importante. » Beatrice regarda un taxi solitaire descendre la rue en contrebas. « Non, répondit-elle. Je veux l'acheter pour quelques centimes. Je ne reprends pas seulement ma vie, Gideon, je reprends ma ville, et je le ferai en utilisant les ruines de l'empire qu'il pensait avoir bâti. » L'architecte était enfin prêt à dévoiler son propre projet. Le soleil se levait sur la ville, sa lumière dorée se reflétant sur le verre et l'acier des gratte-ciels, ces tours que Connor Prescott considérait encore la veille au soir comme son royaume. Ce matin-là, cependant, la lumière semblait accusatrice. Elle inondait son bureau penthouse au 4e étage de la tour Prescott originale, illuminant le chaos de son esprit. Il n'avait pas dormi. Après avoir quitté la scène en titubant quelques jours plus tôt, il avait été assailli par les journalistes. Leurs questions fusaient comme des rafales de mitrailleuses. Qui était cet homme, Monsieur Prescott? Qu'est-ce que Kensington? Votre femme vous quitte-t-elle pour quelqu'un de plus riche? Il s'était frayé un chemin parmi eux, le visage figé dans un masque de colère, et s'était enfui.
Ses appels vers le téléphone de Béatrice étaient directement renvoyés vers un message indiquant que la ligne était coupée. Le traceur GPS de sa voiture indiquait qu'elle n'avait pas bougé du garage de l'hôtel. Elle avait disparu. Il arpentait son bureau, tel un animal en cage. Le trophée en cristal reçu lors du gala trônait sur le bord de son imposant bureau un acajou, comme pour se moquer de lui. Son triomphe s'était transformé en cendre dans sa bouche. Il repassa la scène en boucle dans sa tête. La Rolls-Royce, l'homme aux cheveux argentés, et le dernier sourire glacial de Béatrix. C'était impossible. Béatrice était Béatrice. Elle organisait des dîners. Elle choisissait ses cravates. Elle n'avait pas d'amis puissants, ni de ressources secrètes. Sa famille avait disparu depuis longtemps. Son héritage était une modeste somme qu'ils avaient utilisée pour l'achat de leur première maison. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Son interphone sonna, le faisant sursauter. « Monsieur Prescott, » dit la voix nerveuse de son assistant. « Monsieur Shaw est là pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Faites-le entrer. » aboya Connor. Desmond Shaw entra, le visage sombre. Desmond était son associé, l'homme prudent et méthodique qui contrastait avec Connor, visionnaire audacieux. Il était également ce qui se rapprochait le plus d'un ami pour Connor, même si leur relation reposait davantage sur des intérêts mutuels que sur une affection sincère. « Quel gâchis !» dit Connor Dapeman, renonçant à toute civilité, tout en desserrant sa cravate. « Le conseil d'administration est en panique. Nos principaux prêteurs ont déjà convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Les rumeurs du gala sont partout et l'incertitude effraie le marché. Nos actions avant bourse sont en chute libre. » Connor fit un geste de la main pour signifier son mépris. « Ce n'est qu'une querelle domestique, Des. Ça va se tasser. Je vais publier un communiqué. Nous dirons qu'elle a fait une dépression, qu'elle est émotionnellement instable. Nous contrôlerons le récit. » Desmond le fixa du regard. Un halètement. Une dépression. « Connor, avez-vous vu cette voiture? Tu as vu l'homme qui l'accompagnait? » C'était Gideon Cole. Ce nom ne disait rien à Connor. « Qui? » « Gideon Cole. » Desmond répéta, la voix tendue par l'incrédulité face à l'ignorance de Connor. « C'est le conseiller principal et le principal opérateur du Kensington Trust. C'est un fantôme, une légende. Il dirige l'une des sociétés de capital investissement les plus puissantes et les plus secrètes de la planète. Ils opèrent dans le plus grand anonymat. S'il se montre en personne, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. » Une froide terreur commença à envahir Connor, bien plus froide que la gueule de bois causée par le champagne qu'il avait bu pour fêter l'événement. Le Kensington Trust. Quel est le rapport avec Béatrice? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'il l'a appelée, n'est-ce pas? Madame Kensington. Avant que Connor n'ait eu le temps d'assimiler cette information, son assistante l'appela à nouveau, la voix tremblante de panique. « Monsieur, vous avez un visiteur, un certain Monsieur Cole. Il dit qu'il a rendez-vous. » Connor et Desmond échangèrent un regard horrifié. « Je n'ai rendez-vous avec personne, » commença Connor, mais il était trop tard. Les doubles portes de son bureau s'ouvrirent. Gideon Cole entra, flanqué de deux jeunes associés en costume chic portant des mallettes. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice et nonchalante, ses yeux balayant le bureau opulent avec un éclat d'amusement, comme s'il s'agissait d'une salle de jeu pour enfants. Comme Prescott Gideon l'avait dit, sa voix était aussi douce et dure que du marbre. « Merci de nous recevoir. Je suis Gideon Cole. Je représente les intérêts de B. Kensington. » Ce nom frappa Connor comme un coup physique. B. Kensington, l'investisseur étranger mystérieux et absurdement riche qu'il courtisait désespérément depuis 6 mois. L'investisseur qui était le dernier et seul espoir de sauver le projet Zenith Tower, surendetté et par extension, toute son entreprise. Il était si près de conclure l'accord, un apport de capital de 500 millions de dollars qui résoudrait tous ses problèmes. « Vous représentez B. Kensington, » balbutia Connor, essayant de reprendre ses esprits. Il redressa sa cravate, bombant le torse dans une tentative désespérée de projeter l'autorité qu'il sentait lui échapper rapidement. « Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer enfin. J'attendais des nouvelles de vos collaborateurs aujourd'hui pour finaliser notre accord. » Les lèvres de Gideon s'incurvèrent en un sourire dépourvu de chaleur. « C'est en effet pour discuter de notre accord que je suis ici. » Cependant, les conditions ont changé. Il posa sa mallette sur le bureau de Connor et l'ouvrit d'un clic précis.
B. Kensington a suivi de près les performances et la direction de Presqu'île Holdings, et à la lumière des événements récents, tant professionnels que personnels, notre confiance en votre gestion a été gravement ébranlée. Il sortit de sa mallette un document élégamment relié et le fit glisser sur le bureau en acajou poli. Ce n'est pas une proposition de financement, Monsieur Prescott. Il s'agit d'une offre de rachat. Connor fixa le document comme s'il s'agissait d'un serpent. Il le saisit de ses mains, tremblant légèrement, ses yeux parcoururent la première page, son visage se décomposant à chaque mot qu'il lisait. Le Kensington Trust, au nom de son mandant, B. Kensington, proposait d'acheter une participation majoritaire de 51% dans Prescott Holdings. Le prix proposé n'était pas seulement bas, il était insultant, il représentait une fraction de la valeur marchande de la société la veille. C'était le prix qu'un prédateur aurait proposé pour un animal blessé. « C'est ridicule », s'écria Connor en jetant la proposition sur le bureau. « C'est scandaleux. Nous avions un accord. Vous ne pouvez pas simplement... » « Nous avons eu une discussion préliminaire, le corrigea froidement Gideon. Rien n'a été signé. Et depuis cette discussion, notre diligence raisonnable a révélé des irrégularités. Il fit signe à l'un de ses associés, qui ouvrit une autre maillette. Évaluation frauduleuse d'actifs, pratiques comptables douteuses, sans parler d'une enquête en cours de la SEC sur des délits d'initiés. Nous avons un dossier assez complet. Desmond Shaw avait l'air d'être sur le point de vomir. Il s'effondra dans l'un des fauteuils en cuir, le visage blême. Il était au courant des pratiques comptables créatives, des raccourcis qu'ils avaient pris. Il avait mis Connor en garde contre cela. Connor sentit les murs de son bureau, sa forteresse du 4e étage, se refermer sur lui. Il était piégé. Il regarda tour à tour le visage implacable de Gideon et le document accablant posé sur son bureau. Une question hurlait dans son esprit. Qui? Il grogna, se penchant sur son bureau, la voix basse et menaçante. Qui est Kensington? Qui me fait ça? Gideon Cole laissa le silence s'installer, remplissant la pièce de la rage impuissante de Connor. Il savoura ce moment, l'aboutissement d'un plan élaboré depuis 4 ans. « Je pense que vous la connaissez », dit-il doucement. « Vous l'avez qualifiée de prévisible, d'ennuyeuse, d'un boulet. » Connor prit conscience de la situation, non pas comme un lever de soleil, mais comme un bâtiment s'effondrant sur lui. Le sang se retira de son visage, laissant derrière lui un masque de choc pur et simple. B. Kensington, Béatrice, sa Béatrice, la femme timide et discrète qu'il avait rejetée comme un déchet. L'interphone sonna pour la 3e fois. La voix de son assistante était à peine un murmure. « Monsieur Prescott, votre mère, Madame Margaret Prescott, est sur la ligne 1. Elle dit que les comptes familiaux ont été gelés. » Gideon Cole se contenta de sourire. « Ah oui, nous l'avons fait il y a 1 heure. Une garantie. » Tout était prévu dans le contrat prénuptial qu'il lui avait fait signer, celui que ses propres avocats avaient rédigé pour protéger ses biens. Il regarda Connor droit dans les yeux, le regard brillant de triomphe. « Votre femme, Monsieur Prescott, est une lectrice très attentive des petits caractères. » Connor Prescott, le visionnaire de l'année, le roi de la skyline de la ville, comprit enfin. Il n'avait pas seulement divorcé de sa femme. Il avait déclaré la guerre à une impératrice et il venait d'apprendre qu'il n'était armé que d'une fourchette en plastique. Il s'effondra dans son fauteuil, la vue d'1 milliard de dollars depuis sa fenêtre lui semblant soudain très, très loin. La nouvelle du rachat hostile de Presqu'île Holdings par Beatrice Kensington s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde financier. C'était l'histoire de la décennie. La mondaine discrète et sans prétention, qui était secrètement une titane du monde des affaires, orchestrant la chute publique du mari qu'il avait méprisé. Les médias qui s'étaient délectés de son humiliation la veille la présentaient désormais comme une brillante stratège, une icône féministe, une vengeuse du monde des affaires. Son visage faisait la couverture de tous les journaux financiers, son histoire était à la une de tous les journaux télévisés. Non seulement elle avait contrôlé le récit, comme Connor avait arrogamment prévu de le faire, mais elle était devenue le récit. Depuis son centre de commandement dans la Brownstone restaurée, Beatrice dirigeait l'assaut avec une précision chirurgicale. Elle n'a accordé aucune interview. Elle n'en avait pas besoin. Les actions du Kensington Trust parlaient d'elles-mêmes. Ils ont exécuté une manœuvre classique de bear hug,
rendant publique une offre insultante tout en divulguant simultanément des informations compromettantes sur l'instabilité financière de Presqu'île Holdings à des acteurs clés du marché. Le titre, déjà fragilisé, a vu sa valeur s'effondrer. Les investisseurs ont paniqué. Alors, les prêteurs qui s'étaient autrefois bousculés pour financer les projets de Connor réclamaient désormais le remboursement de leurs prêts. Connor, quant à lui, était dans un état de panique croissante. Sa première réaction fut le déni, suivi de la rage. Il sortit en trombe de son bureau après le départ de Gideon Cole, criant après son assistant, jurant de se battre pour écraser Beatrice. Il appela ses avocats, qui lui dirent que le contrat prénuptial qu'il lui avait imposé était à toute épreuve. Il contenait une clause qu'il n'avait jamais pris la peine de lire attentivement, stipulant qu'en cas d'infidélité publique conduisant au divorce, tous les actifs mélangés ou utilisés comme garantie pour des biens communs seraient soumis à un examen et à une saisie potentielle par la partie non fautive. Ses avocats avaient supposé que son patrimoine était négligeable. Ils ne se doutaient pas qu'il s'agissait du Kensington Trust. Beatrice avait utilisé sa propre arme contre lui. Il appela ensuite sa mère. Margaret Prescott était une femme redoutable, une femme de fer qui considérait le nom Prescott comme sacré. Elle avait toujours traité Beatrice avec une condescendance à peine voilée, la considérant comme un ajout joli mais vulgaire à leur dynastie. « C'est scandaleux » hurla Margaret au téléphone. « Cette petite garce me gèle mes comptes. Ceux que ton père m'a laissés. Va là où elle se cache et mette fin à cette absurdité immédiatement. » Connor rappelle-lui sa place. Alimenté par la fureur de sa mère, Connor se rendit en voiture au manoir qu'il avait partagé avec Beatrice, pensant pouvoir l'y confronter. Il constata que les serrures avaient été changées. Une équipe de sécurité privée, polie mais inflexible, se tenait devant les grilles. Elle l'informa que cette propriété appartenait désormais exclusivement à Madame Kensington, conformément aux termes du contrat prénuptial, car l'hypothèque avait été garantie par un compte joint. On lui refusa l'accès à sa propre maison. Le désespoir commença à s'installer. Il tenta de rallier ses alliés au conseil d'administration, mais constata que son soutien s'évaporait. Desmond Shaw, son propre partenaire, était désormais distant et évasif. Desmond avait passé la soirée précédente à faire ses propres recherches sur le Kensington Trust, et l'ampleur de son pouvoir l'avait laissé sans voix et terrifié. Il avait toujours nourri un respect discret pour Beatrice, sentant un esprit vif sous son apparence placide. Il avait vu comment Connor la traitait, et même s'il ne s'était jamais immiscé, cela lui avait laissé un goût amer. Ce n'était pas un combat qu'il pouvait gagner. C'était un règlement de compte qu'il méritait. Finalement, Connor fit la seule chose qu'il s'était juré de ne jamais faire. Il s'humilia. Il obtint le nouveau numéro de Beatrix par une connaissance commune et l'appela. Elle répondit à la deuxième sonnerie d'une voix calme et froide. Connor, ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Beatrice, Béa, s'il te plaît. » Il se lança dans un acte inhabituel, celui de supplier, avec une sensation d'acide dans la gorge. « Il faut qu'on parle. Ça va trop loin. C'est notre vie, notre histoire. Tu es en train de tout détruire. Je ne détruis rien, Connor, » répondit-elle d'une voix calme. « Je rénove. Tu as construit une maison sur des fondations pourries. Je ne fais que déblayer le terrain pour une nouvelle construction. C'est à propos du gala, n'est-ce pas? À propos de Lena, insista-t-il désespérément, cherchant un angle d'attaque. Je suis désolé. D'accord, j'ai été un imbécile arrogant. J'essayais d'impressionner les investisseurs. Nos investisseurs, il s'avère que nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller voir un conseiller. Nous pouvons remettre l'entreprise sur pied. Un rire doux et sans joie retentit au bout du fil. Une thérapie? Tu penses que ça peut s'arranger avec une thérapie? Ça n'a jamais été à propos de Lena Connor. Elle n'était qu'une transaction commerciale. C'est à propos de 10 ans d'étouffement. 10 ans pendant lesquels tu m'as rejeté, rabaissé et systématiquement effacé tout ce qui en moi ne reflétait pas ton image. Tu ne m'as pas seulement trompé, Connor. Tu as essayé de m'anéantir. Mais tu n'étais pas très doué pour ça. Son désespoir se transforma en colère. Tu penses pouvoir diriger mon entreprise? Toi qui as passé les 10 dernières années à organiser des déjeuners. Tu vas la mener à la ruine. C'est là que tu te trompes, dit-elle, et il pouvait presque entendre le sourire dans sa voix. Tu vois, pendant que j'organisais ces déjeuners,
Je gérais également un portefeuille mondial valant 50 fois plus que ce que ton petit empire immobilier pourrait jamais espérer valoir. Pendant que je choisissais tes cravates, j'orchestrais des opas hostiles sur le marché asiatique. Pendant que je souriais silencieusement à tes côtés, j'apprenais chacune de tes faiblesses. Tu n'avais pas de femme, Connor. Vous aviez une stratège hors pair qui vivait sous votre toit, mais vous étiez trop arrogant pour vous en rendre compte. L'appel prit fin. Connor resta bouche bée, stupéfait, réalisant l'ampleur de son erreur de calcul. Pendant ce temps, Desmond Shaw prit une décision. Il ne pouvait pas sauver Connor, mais il pouvait peut-être sauver l'entreprise et ses milliers d'employés. Il contacta le bureau de Gideon Cool et demanda à rencontrer Beatrice. Il fut conduit au Brownstone et, alors qu'il était guidé vers le centre de commandement en pleine effervescence, il fut frappé par le calme et l'efficacité concentrée de l'opération. Au centre se trouvait Beatrice, qui n'était plus la femme timide qu'il connaissait, mais une commandante dans son élément, donnant des ordres clairs et décisifs. « Monsieur Shaw, dit-elle en se tournant vers lui. Son regard n'était pas vengeur, mais clair et évaluateur. « Merci d'être venu. »« Beatrice, Madame Kensington, » balbutia-t-il. « Je suis venu vous dire que je n'ai jamais pris part aux actions personnelles de Connor et que j'étais opposé à bon nombre de ses stratégies financières risquées. J'ai les documents qui le prouvent. L'entreprise elle-même, ses actifs principaux, sont solides. C'est son leadership qui posait problème. » Beatrice acquiesça lentement. « Je sais, Desmond. J'ai examiné vos dossiers. Vous avez toujours conseillé la prudence. Il vous a toujours ignoré. » Elle lui indiqua une chaise. « Le Kensington Trust n'est pas une équipe de démolition. Nous sommes des bâtisseurs. Je n'ai pas l'intention de détruire Prescott Holdings. J'ai l'intention de l'absorber, de la restructurer et de la rendre rentable et stable. Mais pour cela, il faut un leadership qui comprenne sa véritable valeur. Un leadership en qui elle peut avoir confiance. » Une offre tacite flottait dans l'air entre eux. Desmond vit là une chance, une bouée de sauvetage. « Je peux vous offrir cela, » dit-il avec sincérité. « Je connais cette entreprise sur le bout des doigts. Je peux vous aider dans la transition. Je travaillerai pour vous. » Beatrice le regarda longuement, pensivement. « Votre loyauté envers Connor a été remarquée, dit-elle, mais votre compétence est aussi. Nous avons peut-être une place pour vous dans la nouvelle entité Kensington Prescott. Mais avant cela, j'ai besoin d'une chose. » Elle fit glisser un dossier sur la table. « Voici les plans préliminaires et les dettes non enregistrées du projet Zenith Tower. Je sais que Connor tenait une deuxième comptabilité, un registre secret détaillant les pots de vin, les économies réalisées sur les matériaux, les chiffres réels. J'en ai besoin. C'est le dernier levier dont j'ai besoin pour garantir sa reddition complète et inconditionnelle. » Desmond déglutit péniblement. Il savait exactement où se trouvait ce registre. Le lui donner serait la trahison ultime de son partenaire, mais ce serait aussi le salut de l'entreprise qu'il avait contribué à bâtir. Sa loyauté allait aux 5000 employés, pas à l'homme arrogant qui les avait tous menés au bord de la ruine. Il croisa son regard et un accord tacite se noua entre eux. « Je sais où il se trouve, dit-il. Avec la loyauté de Desmond Shaw et le registre secret en sa possession, Beatrice avait toutes les munitions dont elle avait besoin. Le registre était une boîte de Pandore contenant toutes les malversations de l'entreprise, des pots de vin à l'utilisation délibérée de matériaux de qualité inférieure dans la construction de la Zenith Tower. Cela suffisait pour envoyer Connor en prison pour plusieurs décennies. Mais Beatrice ne voulait pas qu'il aille en prison. Elle voulait quelque chose de plus radical, un spectacle public où il serait contraint de démanteler son propre héritage, pièce par pièce, dans la douleur. Gideon Cole rédigea l'offre finale, un chef-d'œuvre de piège juridique. En apparence, cela ressemblait à une bouée de sauvetage. Le Kensington Trust rachèterait le projet de la Tour Zenith, injectant suffisamment de capitaux dans Prescott Holdings pour la stabiliser. En échange, Connor démissionnerait de son poste de PDG, évitant ainsi la ruine financière et des poursuites pénales grâce à une indemnité de départ confortable. Le piège était enfoui dans les petits caractères. En signant, Connor était légalement tenu de présider une dernière conférence de presse et de rendre compte de manière complète et franche de ses échecs en lisant une déclaration préparée par l'équipe de Beatrice. Il s'agissait d'une confession déguisée en communiqué de presse d'entreprise. Il avait le choix. L'humiliation publique ou la prison fédérale.
Gideon présenta l'offre à un Connor hagard et abattu. Dès qu'il apprit qu'il pouvait éviter la prison et repartir avec des millions, une lueur de son ancienne arrogance réapparut. Il vit une issue, un moyen de retourner la situation. Il pouvait se reconstruire. Il doit lire une déclaration, demanda son avocat en fronçant les sourcils devant la clause. Une formalité, répondit Gideon avec aisance en lui montrant une version fortement expurgée. Le texte final sera fourni sur le téléprompteur. Aveuglé par la cupidité et le désespoir, Connor se moquait bien d'un discours ennuyeux. « Très bien, peu importe. Où dois-je signer ?» lança-t-il. Il apposa sa signature, scellant ainsi son propre destin. La conférence de presse était prévue 2 jours plus tard dans l'atrium de la Prescott Tower. Alors que les médias s'agitaient frénétiquement, Beatrice travaillait discrètement. Avec Desmond Shaw, elle élabora un nouveau plan d'affaires éthique pour la société restructurée, qui serait rebaptisé Kensington Shaw Group. Elle rencontra les dirigeants syndicaux pour leur garantir des emplois et rétablir les retraites que Connor avait pillées. Elle ne se contentait pas de démolir. Elle construisait. Le matin de la conférence de presse, Lena Petrova arriva à la Brownstone. Elle avait l'air fatiguée mais soulagée lorsqu'elle tendit à Beatrice une petite clé USB. « C'est la dernière pièce du puzzle, » dit Lena. « L'enregistrement audio où il se vante de la façon dont il allait vous détruire, disant que vous étiez trop stupide pour lui avoir fait signer un contrat de mariage décent. » Beatrice prit la clé USB. « Vous avez bien travaillé, Lena. Les fonds sont sur votre compte. Va mener une vie merveilleuse. » Alors que Lena partait, Gideon entra, tenant un superbe tailleur rouge foncé. C'était son armure pour la bataille finale. « C'est l'heure, Beatrice, » dit-il doucement. Elle se leva et enfila la veste, regardant son reflet dans la fenêtre. Le fantôme timide avait disparu pour toujours. À sa place se tenait une reine prête à revendiquer son royaume. « Allons-y, » dit Beatrix Kensington. « Il est temps pour le visionnaire de l'année de faire sa dernière apparition. » L'atrium de la Prescott Tower était envahi par les médias. Une forêt de microphones et de caméras était braquée sur le podium, tous attendant le dernier acte. Connor Prescott monta sur scène, tel un fantôme dans un costume sur mesure. Le tremblement de ses mains trahissait la pression écrasante qu'il subissait alors qu'il tentait d'esquisser un sourire charmant qui se transforma en grimace. Il se tint debout devant le podium, les yeux rivés sur le téléprompteur. Il commença à lire les platitudes habituelles de l'entreprise, retrouvant momentanément sa confiance. C'était facile, il pouvait s'en sortir. Puis le script changea. Ce partenariat est devenu nécessaire en raison d'une série d'échecs catastrophiques de ma part en matière de leadership. Connor sentit son sang se glacer. Ce n'était pas le script. Il chercha ses avocats du regard, mais les vit engagés dans une conversation à voix basse avec Gideon Cole, qui se contentait de sourire. Il était piégé. Il avait signé un contrat juridiquement contraignant. S'il s'arrêtait, l'accord serait annulé et tout le poids du registre lui retomberait dessus. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. D'une voix désormais tendue et tremblante, il continua à tout avouer. Ces échecs comprennent la fausse déclaration délibérée des actifs de l'entreprise et la promotion d'une culture d'entreprise qui privilégiait une expansion imprudente au détriment de la responsabilité financière. Une vague de murmures parcourut la foule. Mon ambition m'a conduit à approuver des mesures de réduction des coûts qui auraient pu mettre en danger la sécurité publique. J'ai manqué à mon devoir. Il lisait sa propre nécrologie alors qu'il pensait que l'humiliation ne pouvait pas être plus grande quand une série de portes s'ouvrit. Beatrix Kensington fit une entrée remarquée dans un tailleur cramoisi, flanqué de Desmond Shaw. Les caméras passèrent de l'homme brisé sur scène à la femme redoutable qui l'avait remplacé. Elle s'est dirigée directement vers la scène et s'est tenue à ses côtés, imposante et silencieuse. Le téléprompteur a fourni à Connor ses dernières répliques dévastatrices. « Je démissionne donc avec effet immédiat de mon poste de PDG. Je laisse l'entreprise entre les mains compétentes de sa nouvelle direction. » À la fin de sa phrase, le logo de Presqui Holdings sur l'écran derrière lui s'est estompé, remplacé par un nouveau design élégant, Kensington Shore Group. Beatrice s'est avancée vers les microphones, la voix forte et claire. « Merci, Connor, pour votre candor », commença-t-elle, avec une ironie tranchante comme du verre. Le Kensington Shore Group s'engage dans une nouvelle ère d'intégrité. Notre première action sera d'arrêter le projet de la Zenith Tower
et de mener un audit structurel indépendant complet. Nous ne construirons pas un monument à l'ego sur des fondations mensongères. Elle regarda directement la presse. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ma vie personnelle. Je tiens à être clair. Mon histoire n'est pas celle d'une femme méprisée. C'est l'histoire d'une femme qui a repris ce qui lui appartient. Pendant trop longtemps, mes contributions ont été faites dans l'ombre. Aujourd'hui, je sors simplement de l'ombre. Soudain, un fichier audio fut diffusé par le système de sonorisation de l'Atrium. La voix de Connor, granuleuse et reconnaissable entre toutes, provenant de l'enregistrement de Lena. Je vais la détruire. Sa voix résonna. Ne lui laissez rien. Elle était trop stupide pour m'avoir fait signer un contrat de mariage décent. C'était le couple de grâce. Le dernier soupçon de sympathie du public s'évanouit. Béatrice laissa l'enregistrement jouer encore quelques secondes avant de faire signe de l'arrêter. Elle regarda l'enveloppe vide de l'homme à côté d'elle, sans ressentir de haine, mais plutôt un sentiment tranquille de conclusion. Elle se pencha vers le micro pour prononcer ses derniers mots. Certains hommes croient que la place d'une femme est dans leur ombre. Ils se trompent. Sa place est sur le trône. Elle se retourna et quitta la scène avec Desmond, laissant Connor seul sous les flashs aveuglants des appareils photo. Son empire avait disparu, son nom était déshonoré. Il avait tenté d'humilier publiquement sa femme et avait au contraire orchestré sa propre autodestruction spectaculaire. Alors que Béatrice s'engageait vers son nouvel avenir, elle ne se retourna pas une seule fois. Ainsi, le règne de Connor Prescott ne s'est pas terminé en apothéose, mais par des aveux forcés et humiliants. Il a appris à ses dépens que la personne que l'on sous-estime le plus est souvent celle qui détient toutes les cartes. L'histoire de Béatrix nous rappelle avec force que la véritable force n'est pas toujours bruyante et agressive. Parfois, c'est la patience calme et méticuleuse d'un esprit brillant qui attend le moment idéal pour frapper. Elle ne s'est pas contentée de se venger. Elle a construit un avenir meilleur à partir des cendres d'un passé toxique, prouvant que la meilleure façon de vaincre un tyran est d'acheter son entreprise et de réécrire son héritage. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable renversement de Béatrix? Était-ce un chef-d'œuvre de stratégie ou une vengeance froide et calculée? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de triomphe et de karma spectaculaire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager avec quelqu'un qui aime les bonnes histoires et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits de justice et de rebondissements dramatiques. Merci de votre écoute. Давайте, сопротивляйтесь. One inch. What the fuck? Reyna and my ping rolling. Both guys, both. Do you want You to can go go B? B maybe. Just maybe run? One link, one A. On fake, see? Maybe go just fast, go. go fast, go Yeah, fast. maybe just go B. Okay. Остался Мей. один игрок. Остался один враг. T'es meilleur. Nice, Reina, nice. That's Oh, my finally, voice. bro, I'm doing something in this game, bro. You're the goat, you're the goat. Ah, enfin, frérot, je sers à quelque Матч-пойнт. chose. Пора им Je перестать. sers à quelque chose, enfin. Je fais pas beaucoup de kills, mais je fais les bons kills. Ouais, Sanford! Ouais, les sub! Let's Let's push B go. like every time, okay? Je te Wayla, bois you can, toi. try Je te bois souvenir, y'a pas de soucis. Je bois ton sang, tes règles, ta sueur, tes larmes, tes tout. Je te bois tout en fait. You have flash, maybe go. Okay, no, it's okay, it's okay. Перезаряжаю.
Le flash full Okay, smoke. ult when. Okay. I'm gonna Watch smoke out in one, smoke. 2, go. Wait. Ослеплю их. Jet flanking. Остался один Oh игрок. non. Jet behind. Nice shot. One Oh, team. and c'est bon. Ah, on devait le gagner ce round. Comment le round il s'est retourné contre nous là? Oh, on devait la win. Maintenant, même l'arena elle a dit GG. Они думают, что ровнее нам. Henshi, guys. Ошибаются. Let's save this time. We don't have for the next. Можно пушку? Oh non, dis pas qu'on va lose parce que. Non, shérif. Благодарю. Merci. De rien. Let's play default. Me, all the me. No, play default. Default. I'm gonna smoke mid if you want. Mid me careful. They smoked B. Oh, regarde, mid. Nice. Nice. Two mid, and one A. Остался один No, игрок. Christian. Спайк на А. Mid low. Ограничу обзор. Ограничу обзор. Остался один враг. Team was aiming. She got this. No. Tu le fais tous les jours, frère, t'es meilleur. Je peux te le smoke. Ah, laisse tomber. Non, mais il Un pique en slow en petit- plus. Dommage. Il pique en slow, il s'en bat les couilles. Il pique en slow, il s'en bat les couilles, le gars de Joe. Il pique en slow. Okay, frère. let's win now. Yeah, now we win, okay, guys? No lose. I can have my ult. Deadlock have ult, so we can just maybe Fake. take the Oh no, go orb. fast. Go fast, so it's better. Take Okay. the orb and don't pick too much, guys. When we plan, just stay hide, okay? Okay, we're gonna entry with Clove and Deadlock ult, okay? А, черт, кубик упал. Follow the team. Поделитесь. Be careful. Flash now, Gecko, maybe. Or Reyna, I don't know. Yeah, take off. Не сбегите, Мэйд. Yeah, Wait. Nice. Go, sight. Oh, on your leg. One Okay, here. nice. Chamber on Link. Playtime. Wait, I don't pick. Остался один враг. Oh, Ограничу обзор. Mais wesh, il est fou lui. play together. Пока. Mais qu'est-ce qu'il Остался fait? один игрок. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hide. Nice, Nice, thank you. thank Thank you, Gecko. Let's Thank you, go. guys. Thank you. Все Bye молодцы. bye. Oh, la game, elle était. Wow, la game, elle est. Coucou Sayana. Ouais, la game, elle était. Eh, vas-y, la game, je Ok, suis pas échauffée. là. wait. Déjà, GG la game. GG. Maintenant, faut que je négocie avec Guigui. What, tous les subs 57 W Gui Gui, c'est Gui Gui.
Wesh, Mon Gouy petit Gouy. 2008 préféré. Les gars, est-ce que vous imaginez qu'en 2008, il gagne plus que nous? C'est un 2008, mais il a 12 ans. Mais wesh, c'est la carte bancaire de ses parents. Non, il travaille dans l'e-commerce. Ah, mais moi, quoi? Ouais, le goat. Ouais, le goat. Coucou ma petite Texa. Comment vous allez? Ça va super Désolée, et je suis toi? on fire, il y a eu des subs. Coucou, comment tu vas? Enfin, tu joues avec moi? Et Oui, Kata? je suis là. Du coup, tu m'esquivais pas, promis? Bah, je te jure que non. En fait, à chaque fois, je te demandais et je partais et tout le monde me disait mais Lalia, je crois qu'elle veut pas jouer avec toi. Hein. Il y a des Carrément, mauvais je suis- timings. Mais tu sais que j'ai DM Crakanet, j'ai dit s'il te plaît, harcèle Kata. Je veux qu'on joue avec elle. On a tous le même rank, trop kawaii né. Ouais. T'as combien derrière, Texa? 10, je crois. Ou 13. Ok. Mi 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 les On fait seuls. comment du coup, Kata, tu la sonnes et juste elle a pas le chat? Mais tu stream la Texa? Là, je stream pas, mais Ouais, plus stream tard. pas, Ouais. là. Ok. Ok. Voilà, Vamos. trio Q. C'est parti les girls. Les girls. Les girls. J'arrive piqué, je vais fil. J'arrive là-dessus. J'arrive. C'est tes premières games là, Texa? Матч найден. Ouais, c'est un premier game de la journée. Ok, je te laisse mon cœur. Ok.